Au sommaire de votre édition des locales, on parlera tendance avec un opticien du Vieux-Nice qui recycle de vieilles lunettes pour les remettre au goût du jour. On parlera aussi formation en allant à la rencontre de Limougeaux qui ont choisi un jour de changer de métier. Mais avant cela, une autre rencontre. Il s'appelle Frédéric, il est stéphanois et a fait don de sa moelle osseuse. Un geste qu'il a fait sans hésitation. Une fois n'est pas coutume, c'est un patient en parfaite santé qui entre ce matin-là en salle d'opération, gonflé à bloc. Sauver une vie, c'est un truc quand même, c'est pas commun, donc je suis extrêmement content de faire ça. Sauver une vie en donnant sa moelle osseuse. Elle sera greffée à un patient atteint d'une maladie grave du sang. Pour une question de compatibilité donneur-receveur, Frédéric avait une chance sur 1 million d'être prélevé. Un acte sous anesthésie générale pour récupérer les précieuses cellules souches contenues dans la moelle, osseuse et pas épinière. Ça ne correspond pas au niveau de la colonne vertébrale, ça correspond à la partie qui est dans les os et en particulier dans l'os du bassin. On pique dans l'os, donc c'est un système d'aspiration avec des seringues. Donc c'est pas une intervention techniquement compliquée, il n'y a pas d'organe vital aux alentours, donc il n'y a pas de risque de perforation. Comme je l'ai dit, comme c'est pas la moelle épinière, il n'y a pas de risque de paralysie par le biais de ce geste-là. Le risque principal est peut-être d'avoir quelques petites douleurs au réveil qui sont généralement bien calmées par l'anesthésiste. Un prélèvement qui nécessite, outre d'être en bonne santé, de s'inscrire sur un registre mondial des donneurs. Le déclic pour Frédéric s'est produit en 2007. Je travaillais avec une dame dont la fille de 16 ans avait besoin d'un don de moelle osseuse pour vivre. Donc je me suis inscrit à ce moment-là. Voilà. On a fait tout ce qu'on pouvait pour essayer de faire grossir la liste des donneurs. Malheureusement, ma Marion est décédée. Tout le temps, elle disait si c'est pas pour moi, ce sera pour quelqu'un d'autre. Donc là, je voulais lui dire que, alors quand je parle de ça, je suis toujours un peu ému. Je voulais lui dire que, voilà, grâce à elle, il y a un malade qui allait retrouver l'espoir. Ce que je veux, c'est vraiment raconter mon expérience pour mettre ça en avant, que les gens n'aient pas peur de le faire. Car la méconnaissance de cet acte freine le recrutement de donneurs. À peine 190 000 inscrits sur notre fichier national, c'est 20 fois moins qu'en Allemagne, où les campagnes d'information démarrent dès le lycée. Parfaitement remis de son prélèvement, Frédéric espère juste faire des émules, tout autant que d'avoir sauvé une vie. Ce serait là son plus grand bonheur. Peut-être que l'idée, l'envie vous a déjà effleuré l'esprit, changer de métier pour changer de vie. Beaucoup caressent ce doux rêve, mais peu franchissent le pas. C'est le cas pourtant de Quentin, d'Isabelle, de Bertrand ou encore de Myriam. Rencontre. Des métiers d'art à ceux de l'industrie, en passant par les langues, le social ou le tourisme, on ne peut que trouver sa voie dans le choix proposé par le Greta. Imprimeur, Vincent Robert s'est lancé il y a 2 ans dans l'exploitation d'un gîte à Javerda. Avec son fils, Quentin, ils préparent ensemble un CAP cuisine. Aujourd'hui, j'ai des demandes par rapport à la prestation de table d'hôte. Et c'est vrai qu'à ce jour, je ne proposais pas cette prestation puisque je considérais ne pas avoir les bases nécessaires pour offrir une prestation de qualité. Avant, j'étais dans la mécanique industrielle et donc avec mon père, donc on a eu ce projet, on commençait à y songer et donc j'ai fait une reconversion totale, quoi, de la mécanique à la cuisine, 2 mondes différents et je suis complètement épanoui en ce moment, quoi. Pas d'âge pour changer de vie, une vraie remise en question pour Bertrand Eclé. Précédemment directeur commercial en pétrochimie, il se voit bien chef de rang dans un grand hôtel-restaurant. C'est un ensemble d'automatismes qu'il faut savoir gérer et donc c'est effectivement tout à fait souhaitable de faire cette école pour avoir ces automatismes qu'on n'a pas forcément. Voilà. On sait tous dresser une table, mais comme il faut, c'est pas forcément évident. Dépendant du ministère de l'Éducation nationale, ce ne sont pas pour autant les bancs de l'école qui attendent les participants. Après des tests d'aptitude, Isabelle et Myriam apprennent ici à manipuler des logiciels de graphisme. On a vraiment une formation technique, très adaptée au mode du travail. C'est pas trop théorique, c'est très pratique. Avec cette formation de graphiste, je reste dans quelque chose de créatif et d'artistique et ça me fait quelque chose en plus sur le CV, mais en plus quelque chose en plus pour moi. Une parenthèse de 8 à 10 mois pour s'adapter aussi aux évolutions technologiques ou élever son niveau de qualification. Tout est possible.
Par rapport aux droits, il y a des consultations à faire. Le Greta peut renseigner par rapport aux personnes qui se présentent quels sont leurs droits, quelles sont les aides qu'ils peuvent obtenir pour faire ces différentes formations. Mais le Greta forme également des personnels des entreprises, à la demande des entreprises, avec des financements des entreprises. Et puis aussi des individuels, ce qu'on appelle des individuels payants, qui choisissent de se former à titre personnel à un moment donné de leur vie. Et c'est toute une gamme de prestations personnalisées pour une formation tout au long de sa vie. On est parti donc à 35 mètres de hauteur, on monte à 1 mètre par seconde si vous voulez. Et donc à l'arrivée, vous allez voir que nous allons sortir progressivement du clocher. Cela faisait 3 ans que la ville de Sarlat l'attendait. L'ascenseur panoramique, aménagé dans le clocher de l'église Sainte-Marie par l'architecte Jean Nouvel, a été mis en service. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble qu'on n'a pas lorsqu'on fait les rues de Sarlat ou les magasins. C'est une très bonne idée, je trouve. Et j'ai cru entendre que ça serait ouvert la nuit. Ça serait intéressant de venir voir la nuit également pour voir les lumières et Sarlat illuminé. Surtout que Sarlat la nuit, c'est vrai que l'été, c'est magnifique. Hein, donc c'est très vivant. Donc, ça serait une attraction de plus. Le projet, retardé par des soucis techniques et administratifs, a donc abouti grâce notamment au feu vert de la commission de sécurité. Il a été ouvert au public à l'occasion des vacances de février. Adapter, mélanger le neuf et l'ancien, cela n'est pas réservé qu'à l'architecture. La preuve, avec cette idée originale d'un lunetier niçois, Charles Moza a décidé de recycler de vieilles lunettes des années 70, et ça marche. À travers ces verres de lunettes, un véritable voyage dans le temps. Des montures d'époque uniques, parfois rendues célèbres par des icônes du cinéma comme Audrey Hepburn ou tant d'autres. C'est une fabrication française de 1940, c'est ce que porte Johnny Depp. Donc c'est une forme traditionnelle de l'époque. Ce qui est aujourd'hui très célèbre et prisé, ce sont les lunettes pliantes. Elles ont été rendues célèbres par Steve McQueen, qui en a pratiquement toute sa vie eu sur le nez, avec une ou deux formes différentes et des couleurs de verre différentes. Cet opticien passionné de lunettes mise sur le vintage et parcourt régulièrement le monde pour dégoter ses modèles anciens et les remettre au goût du jour. C'est des stocks endormis qui datent pour les plus anciennes qu'on a en magasin, de 1900 en général, quelques rares exceptions qui datent de 1850, donc de 1900 jusqu'à 1980. La grande époque des lunettes fabrication européenne, américaine. Des stocks endormis qui retrouvent donc une seconde vie dans cette boutique du Vieux-Nice.